Je suis devenue, vous savez, un nom qu'on peut prononcer dans le cinéma, mais ça correspondait à rien puisque personne ne me connaissait. Quand vient le mardi, la grande Zoa, met ses bijoux, ses chinchillas. Oui, moi je sens que je vais pas beaucoup avoir l'occasion de parler parce qu'évidemment je suis là dans un studio à part, donc je vais dire simplement ce que j'ai à dire maintenant parce que je sens que je n'arriverai plus à placer un mot. Quant à moi, je m'en arrange, tout se mélange et se mélangera toujours. Le point commun, c'est que c'est des femmes qui ont pris la parole. Mais c'est des femmes qui ont eu besoin, je pense, de s'approprier et de faire leur une parole et de la porter. Alors, sur différents modes, mais à une époque qui nécessitait de le faire. Soyez critique ou plein de bienveillance. Je ne recherche pas toujours ce qui vous plaît. Quand je soigne mes mots, c'est à moi que je pense. Je veux me regarder sans honte et sans regret. Sans honte et sans regret. Pour ne pas mourir, écrire, grimacer, sourire, écrire et ne pas me dédire, dire ce que je n'ai su faire, dire pour ne pas me défaire, écrire, habiller ma colère, écrire pour être égoïste, écrire ce qui me résiste, écrire, ne pas vivre triste et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau. Et me dissoudre dans les mots, qu'ils soient ma joie et mon repos, écrire et pas me foutre à l'eau, écrire pour ne pas mourir, pour ne pas mourir. L'idée de départ, le niveau de départ, c'est que vraiment on chante et on écrit, surtout on écrit, parce qu'autrement on va mourir, mais mourir vraiment. Voilà, mais c'est hyper touchant parce que c'est très puissant, quoi. Et après, je trouve que ce qui est formidable dans le cas d'Anne Sylvestre, c'est que c'est toujours des chansons populaires. Donc, qu'elle s'adresse à des enfants ou à des adultes, elle a cette... et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça, c'est en quelques couplets et un refrain, arriver à faire passer des choses essentielles. Et sans prétention et avec beaucoup d'humilité. Et pourtant, c'est très fort. Donc... moi, ça m'impressionne beaucoup, ouais. Est-ce que tu as le sentiment que la chanteuse a un peu grignoté la comédienne ou l'inverse? Intérieurement, pas du tout. Je crois que je suis plus connue comme chanteuse que comme comédienne. Mais encore ces dernières années, j'ai commencé à me rattraper un petit peu. Puis, malheureusement, la chanson, je peux en faire quand je veux en faire, puisque je suis toute seule. Tandis que le théâtre, je dépends de ce qu'on me propose. Pour chanter, on a besoin que de soi, c'est-à-dire que de sa voix et de ses mots et de son instrument, si on a un instrument. Et effectivement, chanter, on a besoin de personne, quoi. Et c'est pour ça que c'est des figures très libres, les chanteuses. Et c'est pour ça qu'elles nous éclairent souvent, parce qu'elles ont besoin de l'autorisation de personne pour pousser la chansonnette, comme on dit. Et ça, c'est plutôt réjouissant, encore une fois, quoi. C'est encore un dernier bastion de liberté, quoi. Pas la plus moche ni la moins futée, et puis j'ai la caboche un peu mieux rabotée. Je suis pas la moins tendre, mais j'ai toujours peur qu'on ne veuille pas m'attendre à l'autre coin d'un cœur. Si vous aviez la possibilité d'être quelqu'un qui a déjà existé, qui aimeriez-vous être? Non, moi. Enfin, je sais pas, mais je me trouve très bien dans ma peau et je n'ai jamais pensé à ce que j'aurais pu être avant. Lorsque vous faites la connaissance de quelqu'un, quelle qualité aimez-vous trouver? J'aime que ce soit vrai, que ça n'essaye pas, que ce ne soit pas faux en ayant l'air d'être vrai. Vous voyez, j'aime que ce ne soit pas bidon. C'est la sincérité. Oui, peut-être. Mais c'est marrant, Anne Sylvestre, moi, dès que je la vois, ça me rappelle l'enfance et je me dis, mais elle a vraiment... Je connais toutes ses chansons par cœur, je m'aperçois que ma mère connaît ses chansons par cœur, que je suis en train de les chanter à ma nièce. Et donc, c'est quand même... c'est marrant, quoi. Et on adore son carré. Je trouve que sa frange est pas mal, quand même. Après, c'est vrai qu'il y a certaines chansons où on a quand même envie de passer derrière, de se jeter à la rivière. Mais au moins, elle va jusqu'au bout de sa mélancolie, elle va jusqu'au bout de sa nostalgie, elle va jusqu'au bout de sa tristesse, elle va jusqu'au bout de tout l'enfer qu'elle traverse. Et j'ai envie de dire à travers les époques, parce qu'elle prend des personnages qui changent à chaque fois. Et elle nous permet de catharsiser plein de choses, quoi.
Donc oui, c'est deep, c'est vrai, mais c'est agréable d'y aller à fond, quoi. Moi, j'adore. Ça fait Edgar, tu te retournes et tout de suite, dès que tu te retournes, il faut que ça change. Bon. Prêt? Moteur. Edgar. Alors, même si c'est une idée un petit peu primaire, j'ai demandé à Barbeau d'écrire à la machine, c'est-à-dire de programmer à la machine la musique de tout un orchestre et d'écrire à la main par-dessus la partie concertante d'un violon. Est-ce qu'une musique peut donner un rythme à un film? Évidemment, l'efficacité de la musique de film, c'est qu'elle rend le sentiment premier du scénario. Elle le retrouve. Je ne crois pas que la musique de film doit illustrer l'image. Elle doit illustrer le sentiment du film. Je suis tout à fait contre la musique littérale. Enfin, où on dit aux musiciens, alors là c'est gai, là c'est beaucoup plus triste, et là s'il faut aller doucement. Je veux dire, je pense qu'il faut donner des indications aux musiciens. Beaucoup lui parler du film, beaucoup lui montrer le film. Et ensuite, il faut que la musique suive son chemin. Agnès Varda, moi j'ai une admiration, comme beaucoup, j'ai une admiration folle pour elle parce que, et elle le prouve dans l'extrait, parce qu'au-delà de parler simplement de la musique et de diriger Piccoli, qui est quand même merveilleux, en fait, elle fait partie des pionnières. Et donc, par exemple, sur la musique, quand elle demande à son compositeur de composer sur une machine, elle fait ce que Björk fera plus tard et Lars von Trier aussi avec Dancer in the Dark, par exemple, ou d'autres après. C'est-à-dire qu'elle est toujours à l'origine d'une idée originale. Et ça, c'est une cinéaste pour ça, que ce soit dans les plans qu'elle propose, dans les histoires qu'elle raconte, ou dans sa mise en scène et donc dans la manière dont elle dirige ses collaborateurs et en l'occurrence un compositeur. Elle est toujours avec cette idée un peu malicieuse et toujours novatrice. Et ça, elle n'a eu de cesse de le faire à chacun de ses films. Donc elle a eu cette énergie incroyable, de se réinventer elle-même, 2, d'inventer des nouvelles formes de cinéma qu'on a tous repris et que tout le monde reprend à chaque fois aujourd'hui encore. Et elle le fait, elle aussi, elle a une frange. Mais c'est peut-être les femmes à frange, en fait. C'est beau comme explication. Elle aussi, elle a une frange. Moi, je pense que ma théorie sur la frange étant la meilleure. Je vais me faire pousser une frange et je vais la couper comme ça. Dès qu'une femme devient célèbre, pour avoir été une vampe au cinéma ou pour avoir joué 600 fois de façon différente le même concerto, vous vous jetez sur elle, avec vos petites épingles, pour voir si ça fait vraiment mal de n'être pas une femme comme toutes les femmes. Mais elle est complètement unique parce qu'elle sait à la fois incarner des vampes ou des femmes fatales. Elle en oublie jamais de jouer sur la séduction, etc. Mais elle en fait une arme au service d'une visée politique, égalitaire. Et puis après, on adore écouter sa voix. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est quand même formidable chez Delphine Seyrig, c'est aussi sa voix dans tous les... Moi, j'adore l'écouter. Là, c'est le moment drama. Quelqu'un a crié. C'est génial. C'est-à-dire, quelle femme... Est-ce que quelqu'un a crié? Ouais, c'est drôle. Ben non, mais juste, il y a des colères qui sont saines. Je trouve que la sienne l'est particulièrement. Là, elle y va à fond. Mais ça fait du bien de l'entendre aussi. Je crois que le cinéma des femmes est un regard sur le monde qui est un regard qu'on n'a jamais eu avant. Et qui voit le monde avec d'autres yeux, c'est normal. Et je crois que les femmes sautent très vite sur les moyens les plus modernes de travail, sans passer par les étapes que peut-être en effet les hommes ont suivies. Par exemple, Hollywood a été constitué par des gens qui avaient fait du théâtre avant de faire du cinéma. Mais les femmes passent directement au cinéma. Et même, je dirais qu'elles passent directement à la vidéo, maintenant. Bah, là, ce qui est formidable, c'est qu'en fait, Delphine Seyrig, elle parle de ce qu'on appelle aujourd'hui le female gaze, comme quoi c'est une notion qui date. C'est comme toutes ces nouvelles techniques, comme au départ, ça rapporte pas beaucoup d'argent, les hommes ne s'y intéressent pas forcément. Donc c'est les femmes qui s'en emparent en général les premières, parce qu'on leur laisse faire joujou avec des choses qui ne rapportent pas d'argent. Puis une fois qu'on s'aperçoit que ça peut rapporter de l'argent,
ou un public ou de la publicité, alors du coup, les choses changent pour elle. Et là, elle parle de vidéastes. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que les femmes qui font du podcast inventent des nouvelles formes de narration, racontent des choses nouvelles qui sont très agréables et qui nous font beaucoup de bien et qui commencent à connaître un vrai succès parce que justement, ça coûte pas d'argent et qu'il y a une liberté de parole. Mais c'est pas étonnant, ouais. Vous n'êtes pas trop déçus, ça vous a plu? mais non, je suis très contente. C'était très bien de les voir. Alors c'est un peu bizarre de parler à des fantômes, après ils sont de très bonne compagnie, donc tout va bien.